Il y a des noms qui ne font pas seulement du bruit. Ce sont des noms qui marquent une époque, qui inspirent un mouvement, qui allument une flamme chez une génération entière. Il y a des voix qui portent au-delà des frontières, des trajectoires qui défient les statistiques et des esprits qui transforment chaque obstacle en opportunité. Mon invité du jour fait partie de cette catégorie rare. Il est l'un des pionniers de la tech en Afrique francophone. Il a bâti depuis Cotonou des entreprises à portée internationale. Il a cofondé Botamp, TechInsL et plusieurs startups à succès. Il incarne une vision du futur, celle d'une Afrique qui crée, qui innove, qui exporte son intelligence au monde. Aujourd'hui, on va parler de vision, de discipline, de stratégie, de défis et surtout de ce que ça signifie vraiment que d'être un entrepreneur africain en 2025. Mesdames et messieurs, voici Ulrich Soso. Bonjour Ulrich. Bonjour. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ouais, en fait, j'ai une grippe là. Donc, un peu embêtant, mais bon, ça va. Ah, j'espère que... Non, mais je pense pas que ça va nous empêcher de tourner un banger là. Ok. Non, je pense ça. Ça fait plaisir vraiment de te recevoir sur ce podcast. Tu es un grand frère, déjà avant tout, et tu es une personne qui a commencé, démarré dans le business en général il y a des années. Tu es un aîné. Et ça fait plaisir de te recevoir ici. Pour moi, c'est un plaisir d'être là aussi et de partager les choses, Ouais. même si chaque fois on m'appelle aîné et tout le reste. Le père. Ok, super. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Comment est-ce que tu te présentes toi, aujourd'hui? Je suis Ulrich Soso, je suis entrepreneur. J'ai commencé il y a 19 ans environ, ou 20 ans, à travailler dans le domaine du numérique. Au début, je faisais du copywriting, de la traduction, mais ensuite, je me suis orienté vers le développement. J'ai travaillé avec des clients un peu partout dans le monde à faire du consulting pendant près d'une dizaine d'années. Et après, j'ai créé mes propres entreprises. Donc, j'ai eu pas mal d'échecs. J'ai eu une exit, Flyer Co. Et voilà, donc après, j'ai aussi travaillé, j'ai créé avec le fondateur de Etri Labs, qui est un ami. On a créé un startup studio qu'on appelle TechExcel, où l'objectif, c'était de montrer à des jeunes comme moi comment faire la même chose. Donc, on a accompagné pas mal de jeunes à créer des entreprises, à apprendre sur les métiers du numérique et tout. Et ça a vraiment aidé à développer l'écosystème du Bénin. Aujourd'hui, c'est vraiment le seul pays, j'aime dire, en Afrique francophone où tu sors dans la rue, tout le monde sera en train de te parler de numérique. Je sais pas vraiment. Quoi. Tu vas ailleurs, au fait, c'est pas la même dynamique. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas avancés. À Abidjan, ils sont avancés, etc. Mais quand tu entres dans la rue à Abidjan, c'est différent, en fait. Tous les jeunes ici veulent faire ça. Donc, c'est quand même quelque chose dont je suis fier. Et après, j'ai pris une petite pause, je vais dire. Donc, j'ai travaillé pour une entreprise de la Silicon Valley comme directeur produit. On a levé plus de, je pense, 29 millions de dollars environ. Donc, je l'ai fait pendant 2 ans. Et après, j'avais juste envie de revenir dans l'écosystème. Et là, je suis le fondateur de Tama, qui est une solution de commerce en ligne. Je pense qu'on pourra peut-être en parler dans les détails. Oui, bien sûr. Donc voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. Super. Ah, le parcours, il est long, 19 ans, c'est beaucoup de choses, Oui, ça beaucoup passe vite, d'années. on se rend pas compte, ouais. Okay. Au début, tu es là, tu es peut-être le plus jeune. Mais après... Et brusquement, tu te retrouves parmi tout le monde qui est beaucoup plus jeune. En fait, ça se fait du jour au lendemain. Voilà. Donc, il y a 5 ans, je n'avais pas cette impression-là. Et brusquement, 5 ans plus tard, où tu t'approches de la quarantaine, voilà, t'es vieux, quoi. Non, mais tu ne fais pas si vieux que ça. Ouais, heureusement. Ok, super. Je vais parler un peu de tes débuts. Je vais te poser des questions sur ton enfance. Moi, j'ai lu dans un article que tu te lavais à ciel ouvert, entouré de tôle. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment est-ce que tu as vécu cette période-là? Et est-ce que c'est cette période qui a réveillé en toi un certain esprit de gagnant, de chercheur, de quelqu'un qui se bat pour atteindre ses objectifs? Non, en fait, c'est un mélange. Mon enfance était plutôt je vais dire, confortable et tout. Parce que mes parents, bon, c'est vrai qu'ils n'étaient pas les plus riches, mais ils étaient quand même médecins. Okay. Les salaires des médecins, c'est catastrophique au Bénin. Surtout quand ils travaillaient pour le gouvernement en ce moment. Je ne sais plus trop bien comment ça se passe aujourd'hui quand on travaille, les médecins qui travaillent dans l'administration, mais dans le temps, c'était vraiment... Je pense que mon père allait à la retraite à 200 et quelques mille ou quoi de salaire. Donc, c'est
C'est à ce point que c'est... Et ma mère, elle n'a pas tout fait. Donc, je pense qu'elle est allée à la retraite avec 100 et quelques mille Ah de ouais. salaire, tu imagines. Souvent, on pense que les médecins ont beaucoup d'argent, mais quand même, les médecins, c'est des gens très bien éduqués. Enfin, ils font quand même de très longues études. Ouais. Donc, ils arrivent quand même à bien s'occuper de leurs enfants. Ils se sont très bien occupés de nous. Donc, c'était plutôt confortable. Je suis allé dans une bonne école, etc. Donc, cette histoire de où on se lavait dans la rue, bizarrement, c'est juste à côté, au fait. Ah ouais. En fait, là, on est à Bégamé. Oui. Donc, tu traverses la rue, tu vois, il y a Véry-Chagouine, là. Oui. La rue juste après Véry-Chagouine, Oui. en fait. Comment ça se passait, c'est que c'est là que j'avais déjà commencé à travailler en ligne. Et je faisais souvent les allers-retours, Cotonou, Porto-Novo. Donc, dès que j'ai eu un peu d'argent, je me suis pris une connexion Internet. Je pense que c'était Kanaku. Ah oui, je me rappelle de voilà. Kanako. La clé, Oui, ouais, une clé, exactement. il faut brancher. Oui. Ouais. Et là, ça me permettait de ne plus avoir à aller au cyber, retourner à Porto-Novo tous les jours et aller au cyber. Et il y avait un ami où sa tante avait une boutique, tu vois, un peu comme les boutiques de coiffeuses et tout. Il n'y a pas de toilette, il n'y a rien dedans. Tu vois, un peu. Et elle lui avait donné ça, il pouvait dormir là. Donc, on passait notre temps à dormir là. Enfin, je passais la nuit avec lui souvent. Il y avait son frère aussi, son grand frère là. Et donc, devant la boutique, il y avait une tôle là. Et enfin, souvent à 4 heures du matin qu'on allait se laver, parce que c'est une grande rue quand même, il y a quand même pas mal de trafic là. Donc à 4 heures, on se réveille avant qu'il y ait personne dans la rue. Il y a des poulets qui dorment derrière la tôle, on les chasse. Donc tout ça, en fait, c'était pour économiser, ne pas avoir payé un loyer, etc. et pouvoir réinvestir dans mon activité. Ouais, donc voilà. je vois. Du coup, tu as grandi à Porto Novo. Ok, Jusqu'au bac. super, super. Un bac scientifique. Oui, j'ai eu un bac D. Oui. Ok, super. Et comment est-ce que tu découvres Internet? Comment est-ce que tu te lances dans l'univers du business en ligne? Parce que oui, je pense que tout est business aujourd'hui, c'est lié à Internet. Donc, comment est-ce que tu te lances dans cet univers-là? Comment je me lance dans l'univers? Donc, c'était juste après mon bac. Et en fait, j'étais parmi les premiers du Bénin déjà. Et donc, je cherchais une bourse pour aller à l'extérieur. Et donc, j'ai passé mon temps à aller sur Internet. Je passais beaucoup de temps sur Internet à faire des recherches et tout. Et là, Internet coûtait cher. C'était, je pense, c'est 1000 francs l'heure ou 1200, je ne sais plus trop. Il fallait trouver une façon de payer pour ça. Donc, c'est là que j'ai commencé à chercher sur Internet et comment je paye, enfin, comment je gagne de l'argent. Ouais. Voilà. Et voilà, donc c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des forums, on parlait de marketing. On ne disait même pas marketing digital en ce moment, on disait marketing Internet. Ok. Voilà. Donc, il y avait un forum français, je pense que c'était soit internetmarketing.fr ou marketing, je ne sais pas. En tout cas, les gens venaient et demandaient, OK, qui peut m'aider à traduire tel livre de l'anglais au français? Parce qu'il y a beaucoup de contenu en anglais en ce moment, qui peut m'aider à faire une page de vente, etc. Et c'est là que j'ai commencé à postuler. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Ok, super. Et en commençant avec Internet, en commençant par travailler, en dehors de la difficulté de trouver Internet, surtout que tu démarrais, donc tu n'avais pas de quoi te lancer, en dehors de cette difficulté-là, est-ce que tu as fait face à des contraintes? C'est-à-dire, par exemple, avant de te lancer sur Internet, je suppose qu'il te fallait un ordinateur, fallait que tu bosses avec un ordinateur et tout. Est-ce que c'était un outil avec lequel tu étais déjà familier ou tu avais ça comme contrainte d'apprendre à utiliser l'ordinateur, ensuite d'autres contraintes qui sont venues après? Oui, j'étais plutôt familier. J'avais un oncle qui avait un atelier de réparation d'ordinateurs, sûrement avant ma naissance ou depuis que j'étais petit. En tout cas, aussi longtemps que je me rappelle, le mec qui réparait les ordinateurs. Et il réparait les radios, des trucs comme ça, et ensuite les ordinateurs. Et voilà, donc là, je me rappelle, c'était à Cotonou ici. Donc, on quittait souvent Porto-Novo pour aller dans la maison familiale de ma mère, qui est dans l'habitat, à Cotonou ici. Et on allait dans son atelier, il nous laissait jouer sur l'ordinateur, faire des trucs. On jouait à Prince of Persia, je ne sais pas si tu connais. Oui, je connais. Ce genre de choses. On avait pas mal de jeux qu'on jouait là-bas. Donc, ça m'a quand même familiarisé avec l'ordinateur. Et aussi, l'école que j'ai fait la Rosette à Porto-Novo. Donc, c'était une bonne école. Il y avait des cours d'informatique depuis le cours primaire. Voilà. Donc, je pense même depuis le CP ou peut-être pas sur le CI, mais en tout cas depuis le CP.
Et il y avait une salle d'informatique. Et Ok, avec les super. amis, on allait passer notre temps. Je me rappelle, les profs d'informatique, ils étaient... En ce moment, toi, tu es petit, c'est vrai, tu as envie de jouer seulement. Ouais, tu as envie Donc, de jouer, voilà. c'est vrai, c'est Donc, vrai. les profs ont dit que, ouais, on peut travailler sur l'ordinateur. Et Oh, tout en le fait, regard, on se met à l'idée. jouer. Parfois, il nous laisse jouer. Pendant un Hmm. temps, après, quand il est saoulé, il dit, bon, sortez. Ouais, ouais. Ou parfois, je me rappelle, on venait, on lui disait, Hmm. mais on veut travailler. Vous êtes sûr? Non. Ouais. Ou alors, on dit, oui, on est sûr de travailler. On travaille 2 minutes et ensuite, on se met à jouer. Alors que les gars, là, ils nous voient bien jouer. C'était trop marrant. Donc, on faisait ça. On faisait tout Ouais. le cours primaire, Hmm. un peu le collège aussi, je pense. Et ouais, après, par exemple, j'avais un ami aussi qui avait un ordinateur chez lui et qui habitait juste à côté de chez moi. Donc, on passait notre journée là-bas. En ce moment, ouais, je faisais aussi du rap. Ok. On faisait Ah des ouais. beats avec Fruity Loops sur son ordinateur. Ah Donc, ouais, ouais. j'étais quand même plutôt familier. Hmm. Peut-être pas avec Internet, parce que je trouvais pas ça intéressant. En ce moment, les gens utilisaient Internet pour faire des recherches. Internet était lent. Donc, et ils utilisaient ça, ils étaient sur, tu vois, Caramel, Lycos, il y avait des sites de rencontres, des trucs Ouais. comme ça, Je des connais chats. même pas. Et moi, j'étais du genre super réservé. Donc, Hmm. tous ces trucs où, enfin, tu vas à un endroit juste pour échanger avec des gens, ça ne Hmm. m'intéressait pas. Ouais. Tu vois. Et c'est après, quand j'ai commencé à faire des recherches, on me disait même, je ne me rappelle plus, qui me disait, il fallait utiliser Internet, que c'était intéressant, mais moi, je ne voyais juste pas l'intérêt. Tu vois. Et Ok. donc, c'est après, quand j'ai vu des trucs à apprendre dessus, que ça m'a intéressé. Ok. Tu disais tout à l'heure que tu étais plutôt réservé. Ça me pousse à te poser une question. Est-ce que dans ton enfance, bon, en allant à l'école, est-ce que tu avais de petites amies? Est-ce que tu avais des copines, tout ça, avant de... Enfin, j'ai eu ma première petite amie en seconde. Ok. Oui, et après, je pense pas que j'en ai eu. J'étais super, franchement, j'étais super réservé. Hmm. Et donc, j'en ai pas eu, j'en ai juste eu en seconde et Hmm. après à l'université. Ouais. Ok. Ah, super, super. Ok. Du coup, là, ok, tu t'es lancé dans le business, tu t'es lancé dans le business en ligne sur Internet. C'est quoi la première entreprise que tu crées? Est-ce que avant ça, tu as eu des échecs? C'est quoi la première entreprise? C'est quoi ce qui te lance officiellement, ce qui te fait gagner tes premiers sous et qui te montre que oui, aujourd'hui, on peut gagner de l'argent. Je peux gagner ma vie avec Internet, donc je m'y mets à fond, je fonce dessus. Euh, la première entreprise. Non, déjà, ce qui m'a permis de me rendre compte que je pouvais gagner, en fait, c'était juste le fait de gagner les premiers trucs. Hmm. Tu vois, tu fais une commande pour un client, il te paye $50 ou Oui. 50 €. Hmm. C'était quand même déjà beaucoup, Ouais. tu vois. Je ne sais même pas combien j'avais par mois en ce moment, mais je Bah, suis sûr 50 que, dollars, ça représente quand même aujourd'hui 25 000 ou oui, voilà, ouais, un truc comme 25 ça. 30 000 selon Hmm. le cours du dollar, Oui, tu vois. C'était quand même beaucoup. oui. Et si tu fais ça 2 fois dans le mois, tu vois, ça fait T'es quand même bien beaucoup pour un jeune d'argent. Bina. Oui. T'es bien, Un jeu qui ouais. n'a pas de charge. Et Ouais. surtout dans le temps, hein, c'est pas Oui, pas aujourd'hui, pour c'est il y a aujourd'hui. 20 ans, Oui, tu oui, vois. oui, bien sûr. Et donc, c'est là que je me suis rendu compte, on peut gagner de l'argent avec ça, tu vois. Hmm. Et après, il y avait des trucs, $50, $100, $150, etc. Ouais. Après, ça a commencé très rapidement. Avant la fin de l'année, j'étais peut-être déjà à $1 000 Ah ouais. le mois environ. Et donc voilà, là, tu te rends compte qu'il y a de l'argent dedans. Hmm. Mais malgré ça, puisque personne d'autre autour de moi ne faisait ça, Hmm. et tout le monde me disait, concentre-toi sur tes études, tu risques d'échouer. En plus, c'est pas comme si c'était un truc permanent. Tu vois, c'est les gens, par Internet, tu trouves les marchés. Mais si ça arrêtait un jour, Oui. tu vois, il y avait toujours cette peur. Aujourd'hui, je me rends compte que non, ça ne pouvait pas s'arrêter un jour. Arrêtez, Ça ne ouais. pouvait qu'augmenter. Mais dans le temps, je me disais, si ça s'arrête, je n'ai pas fait de stage académique, pas de stage professionnel, T'as pas de rien du plan B tout. en Oui, fait. exactement. Donc, c'est un peu Ouais. quelque chose qui m'a aussi poussé à essayer Hmm. d'aller le plus vite, enfin le plus loin, le plus vite possible. Ok. Et en fait, quand tu recevais des commandes à 100, 150, en ce moment, je ne sais pas s'il y avait les banques en ligne, mais comment tu recevais cet argent ici? C'était la galère. Hein. J'allais, par exemple, au début, je pense que c'était par Western Union. Ok. Euh, Peut-être de temps en temps MoneyGram, mais surtout Western Union. Donc, Hmm. ce moment, tu allais faire les Western, c'était beaucoup de Gaimon qui étaient dans la queue à la banque. Je me rappelle, Ouais, c'était EcoBank à Porte-Novo. ouais. J'avais commencé. Je me rappelle une fois, par exemple, j'ai fini de retirer l'argent. C'était à la fin de la fermeture de la banque. Donc, Hmm. souvent, on t'enferme à l'intérieur, le temps Hmm. de faire ta transaction. Hmm. Et je finis et je vais voir le gars, je dis, enfin, je vais voir la personne à laquelle je lui demande comment ils sont faits pour ouvrir un compte. Hmm. Et il me dit, ben, vous ne voyez pas que
on a déjà fermé. Alors que je suis à l'intérieur de la banque. Tu vois, il m'a répondu très mal, tu vois. Et il me regarde même pas, il me prend un papier avec les informations dedans, les informations d'ouverture de compte, et il me jette ça. Tu vois un peu. Et à cause de ça, j'ai jamais ouvert de compte à EcoBank. Ah ouais. Ok, je vois. Et du coup, après les premiers trucs en ligne où tu gagnes $1,000 par an, je pense, oui, par an, c'est quoi la suite en fait? Qu'est-ce qui te fait rêver grand et qu'est-ce qui te pousse à créer des entreprises et tout que tu as revendu? Je sais que tu as participé à la création de beaucoup d'entreprises qui se sont vendues derrière ou qui aujourd'hui continuent de fonctionner. Comment est-ce que tu en arrives là? Enfin, c'est juste continuer à faire ce que je faisais. Je ne Mhm. sais même pas si je peux appeler ça de la chance ou du hasard et Ouais. tout. Donc, au final, quand j'ai commencé à prendre ces marchés-là. Donc, au début, des petits trucs de $50, $100, 20 et quelques dollars, Oui. etc. Ensuite, ça augmente. À certains moments par mois, je me retrouve à $1,000, voire plus. Euh, Ce qui s'est passé, au fait, c'est que déjà, plus tu as de l'argent, moins ça suffit. Tu as Mhm. de nouveaux Oui, besoins, des choses sur oui, lesquelles tu veux clairement. dépenser. Et aussi, puisque j'avais vraiment cette pression, je me disais, je dois réussir. Sinon, si ça se passe mal, Ouais, j'ai pas ouais, de plan B et ouais. tout. Et je pense aussi un autre facteur, c'était, enfin, quand tu fais du bon travail, il y a des clients qui te recommandent à d'autres. Donc, les mêmes clients veulent du nouveau travail, de nouveaux clients viennent et tu es débordé. Et donc, Mhm. ce que j'ai fait, enfin, c'est quand même une chance parce que je remarque que beaucoup de gens ne le font pas. J'ai augmenté mes prix. Donc, enfin, j'imagine j'ai des clients à $5 l'heure, par Mhm. exemple. Et après, je suis débordé. Qu'est-ce que je fais? Le prochain qui vient, je lui dis $10. Tu vois? Et au Mhm. final, je me débarrasse. Soit j'augmente les prix s'ils veulent, ou je me débarrasse des petits clients. Et donc, c'est comme ça. J'étais débordé quand même tout le temps. Et donc, mon prix augmentait très rapidement. Tu vois, à un certain moment, je me suis retrouvé à $150 de L'heure. l'heure. Oui. Je pense autour des années 2010, Ah par ouais, là-bas. Ouais. très tôt, hein. Et ouais, quand Ouais. même. Et ensuite, toujours pendant cette période-là, j'avais travaillé avec l'université de Stanford, Mhm. c'est l'université de la Silicon Valley. Donc pour Oui, moi, c'était un événement marquant parce que ça m'a montré que, enfin, l'université de la Silicon Valley, où c'est là où on forme les meilleurs les meilleurs, apparemment, ouais. d'après ce qui se dit, euh, ils ont besoin de moi, un Ouais, pauvre Africain qui est ouais, ici. qui au Donc ça signifie qu'en fait, Bénin, mes compétences ont ouais, atteint un niveau quand même ouais. très élevé. C'est là Mhm. que je me suis vraiment rendu compte de ça. Malgré que j'étais sur des plateformes de freelance comme Elance, qui est devenu Upwork actuellement. Mhm. J'étais dans le top 100 des développeurs. Mais Ah ça, ouais. ce n'était pas... C'était intéressant, mais c'était encore pas marquant. Tu vois. Mhm. Mais après ça, par exemple, là, ça m'a vraiment marqué. Et la même période, j'ai travaillé avec une start-up. Ils m'ont payé environ 24 000 dollars pour un travail. Mais après, j'ai remarqué qu'ils se sont fait au moins des centaines de milliers de dollars dessus. Ah Peut-être ouais. plus du million. Parce qu'ils ont vendu le truc à... J'ai vu qu'ils avaient 5 000 clients, ils vendaient à 1 000 dollars l'unité. L'unité. Voilà, ça fait Ah 5 ouais. millions, tu vois. Ça va 5 Bon, millions, ouais. j'estime qu'ils ont peut-être fait des réductions et Mais tout, au mais moins, voilà. ils auraient Même une fait. réduction Ouais. de 80%, par exemple, tu es quand même à des centaines de milliers, Ouais, tu vois. clairement. Ouais. Et c'est là que je me suis rendu compte, je peux gagner encore plus, Encore plus. apparemment. Et voilà, donc c'est là que j'ai commencé à essayer de créer mes propres entreprises, enfin, Mhm. vouloir vendre directement les produits aux clients finaux. Mhm. Et bon, là, j'ai appris qu'il y avait pas mal d'autres choses à apprendre à part le développement. C'est là que je suis un peu retourné au marketing, Ouais. parce que j'avais complètement abandonné ça. J'ai fait du design, enfin, j'ai appris les bases du design, Mhm. etc., comment tu gères toute une équipe. Avant, j'avais déjà essayé en 2010 de Mhm. créer une agence web. On avait fait un an, ça n'avait pas trop marché. Après, j'étais juste retourné tranquillement chez moi. Enfin, il y avait quelques amis qui venaient travailler Mhm. avec moi, à qui je donnais des marchés et tout, mais ce n'était pas un truc formalisé avec une équipe. Ok. Et tout. Donc, c'est là que j'ai recommencé encore. Et, et voilà, donc j'ai créé mes premiers produits pour des clients finaux, c'est devenu Mhm. des entreprises, etc. Comment tu t'es retrouvé à travailler avec Stanford? Quand même, c'est une très grande université. Comment est-ce que tu t'es retrouvé à bosser dans ce milieu-là? Enfin, ce n'est pas une histoire très spéciale. Je Mhm. travaillais avec un designer que j'avais rencontré en ligne. Je ne sais plus où, soit un forum, soit un site. Et donc, pendant peut-être un an ou plus, on a vraiment travaillé ensemble sur plein de projets. Et à un certain moment, Stanford avait besoin de lui. En fait, il est dans la Silicon Valley, lui. Et ils avaient besoin de lui pour un projet de cours en ligne
Enfin, en ce moment, ils faisaient leur MOOC. En fait, les cours, là. Oui. Ils faisaient des projets pilotes. C'était pas Ok. encore lancé pour tout le monde. Donc, Hmm. en interne, ils voulaient faire ça pour un cours de leadership de leur Graduate School of Business, leur MBA. Ok. Et voilà, donc ils cherchaient un développeur et c'est là il m'a recommandé. Et c'est comme ça que j'ai travaillé avec eux. Ok. Pendant combien de temps? On a fait 2 ans. Donc on Ah a fait une ouais. première année. À la fin de la première année, ils disent ah, ça s'est bien passé. Oui. On va organiser une réunion à Stanford avec tous ceux qui ont Hmm. travaillé sur le projet pour faire le point. Et, tout. Et Ouais. je suis pas, je suis pas aux États-Unis. Je fais comment pour avoir mon visa. Bon, on a cherché, j'ai Ouais. pas pu avoir le visa parce Hmm. qu'on peut pas avoir. Enfin, je pouvais pas avoir de visa. Enfin, dans les conditions où j'étais, enfin, il y avait quand même pas mal de contraintes et tout. Ouais. Et donc, on a repris la deuxième année. Mais après la deuxième année, j'ai pu travailler avec eux. Ok. Et sur ce projet, par exemple, tu as gagné combien? Je suppose que c'était payé. Je sais plus, mais je pense que j'étais à $100 de l'heure ou Ok. 100 et quelques de l'heure. Ok. Ah, sur 2 ans, ça fait pas mal d'argent. Oui, en fait, c'était pas à plein temps. Hmm. Donc, Ok. oui, mais en fait, quand même, ça ferait peut-être des dizaines de milliers Ok. de dollars, mais Ok. je ne me rappelle plus exactement. Exactement. Ok. Est-ce que c'est tout juste après ça que tu crées Flyerco? Bon, Flairco, c'est venu, j'ai créé en 2014. Donc, ça a pris quand même du temps. Ouais. En fait, toutes ces années-là, à partir de, je dirais, 2012, comme ça, où j'ai Oui. commencé à essayer des produits. Donc, disons à peu près 2 ans d'échec. Ouais, ouais. Tu as Et lancé beaucoup de ouais, produits. Ouais. qui n'ont pas vraiment marché. Et oui, Flairco, c'était en 2014, où j'avais lancé un produit, effectivement, un peu comme un website builder. C'était en Ok. ce moment que les premiers website builders essayaient de se mettre en place. Et donc, j'avais open sourcé ça. Et il y a quelqu'un qui était venu qui disait, enfin, ça pourrait être utile aux agents immobiliers. Il est aussi dans la Silicon Valley. Hmm. Et voilà, donc on a décidé, puisqu'il avait été agent immobilier, on a Hmm. décidé de faire ça ensemble. Et voilà, c'est comme ça qu'on a lancé Flairco avant la fin de 2014. Ok, super. En fait, tu disais tout à l'heure que tu as lancé plusieurs projets, donc tu as rencontré beaucoup d'échecs. Qu'est-ce que tu as appris de ces 2 années-là? Bon, je dirais pas 2 ans parce que quand même à partir de ce moment-là, tu t'étais déjà lancé dans le business en ligne. Qu'est-ce que tu as appris de tous ces échecs-là? Et qu'est-ce qui a fait la différence entre les projets que tu lançais et avant Flyerco et le projet Flyerco qui a été un projet à succès? Qu'est-ce qui a fait la différence? Enfin, déjà, je ne me rappelle pas de grand-chose de Ok. ces 2 années. Je sais que je lançais des trucs. J'avais essayé ce projet-là que j'avais open sourcé. Hmm. Je pense que j'avais écrit un livre aussi, un livre technique, qui a bien marché. Je Hmm. pense qu'il y a eu peut-être plus de 6000 copies vendues dans le Ah monde, ouais. avec une maison d'édition du Royaume-Uni. J'ai pris des noms de domaine. Je me rappelle, une fois, j'ai reçu quelqu'un qui m'a écrit, qui a dit « Ah, j'ai vu que vous étiez... comment on dit, owner, propriétaire du nom de Oui. domaine, Hmm. ça s'appelait Pushly et Ok. tout. Est-ce que vous voulez, enfin, j'ai remarqué que ça a expiré, je l'ai racheté, est-ce que vous voulez le racheter chez moi? Et j'étais du genre, mais je ne me rappelle même pas de De quoi il ce s'agit. pourquoi, ouais, 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 Oui, mais je sais quand même que j'avais eu le nom de domaine, j'avais créé un compte Google. Donc c'était un nom de domaine important, ouais. ce Ouais. projet est important, mais je ne sais plus de quoi il Ouais, s'agit. ouais, Depuis là, j'essaie ouais. de me rappeler. Et donc c'était un peu ça, c'est quand même une période, il y a eu pas mal de choses intéressantes, ce que j'ai dit là. Hmm. Il y a eu aussi plein de choses que j'ai fait dont je ne me rappelle pas. Ouais. Mais ce qui m'a marqué sur Flyerco, c'est que je pense qu'on a commencé à travailler dessus en avril 2014 et on a lancé Ok. en octobre 2014. Je peux me tromper sur les dates parce que ça Hmm. fait quand même au Longtemps. moins 10 ans. Ouais. Et donc en octobre, lorsqu'on a lancé, il y avait quelques utilisateurs, enfin, pas beaucoup quoi. Genre, on faisait peut-être $50 le mois ou des trucs de ce Hmm. genre. Et ensuite, on a commencé à observer, on a installé des outils, je pense Mixpanel en ce moment, et donc on pouvait observer quand quelqu'un vient sur le site web, qu'est-ce qu'il fait ensuite, il s'inscrit, ensuite qu'est-ce qu'il fait, etc. Hmm. Donc l'objectif, c'est que dès qu'il commence, c'est un outil un peu comme Canva. Oui. Et même quand je regarde les choses qu'on faisait en ce moment, Canva ne le fait toujours pas. Par exemple, aujourd'hui, si vous voulez imprimer, disons, une bâche qui fait 10 mètres x 10 mètres, vous ne pouvez pas le faire sur Canva parce que, enfin, ils ne vont pas vous permettre de faire des trucs d'aussi grande résolution. Ils ne sont pas faits pour l'imprimerie. Ok. Donc, j'avais dû travailler sur certaines challenges techniques qui ont permis de faire ça. Juste, c'était des trucs à imprimer, des flyers et tout, pour les agents immobiliers. Donc, parfois, ils voulaient imprimer aussi des billboards Ok. bien grands. Voilà. Il fallait la technologie pour ça.
Et donc, on suivait le processus jusqu'à ce que quelqu'un il choisit son template, il modifie son flyer, il enregistre. Et on regardait où est-ce que les gens abandonnaient. Et on pouvait voir qu'est-ce qui était complexe pour les gens. Et ce qu'on faisait, on se rendait compte on peut éliminer cette fonctionnalité, on l'élimine. Ouais. Et donc, au fait, entre octobre jusqu'à janvier à peu près, on a passé la majorité du temps à Optimiser. Ouais. à éliminer les fonctionnalités, à simplifier, tu vois, à Ouais. discuter avec les utilisateurs, se rendre compte qu'au fait, nous, on se disait on devait faire tout un éditeur, un peu comme un mini Photoshop, mais non, Ouais. la personne veut juste son flyer, 10 minutes Tout et dégagé. simplement. Ouais. Et c'est des gens, des vieux parfois, tu vois, des agents immobiliers. En ce moment, même aux États-Unis, les agents immobiliers, c'était souvent des vieux 40, 50, des gens qui n'ont pas grandi avec Internet. Ouais. Voilà. Donc, tous les trucs Internet, ils ne connaissent pas. Ils veulent juste venir, prendre un template, mettre les informations, uploader leurs photos, enregistrer, télécharger, imprimer ça, tu vois. Ouais. Et donc, quand on a simplifié le produit, là, on a remarqué que chaque mois, le chiffre d'affaires ne faisait que doubler. Ah ouais, carrément. Parce qu'en fait, puisque c'était une souscription, donc, supposons tu payes, quand on obtient des gens qui vont payer $10 Ouais. par mois, Ouais. ce mois-ci, peut-être le mois prochain, parmi eux, disons, on obtient 10 personnes. Donc, parmi eux, une personne va partir. Donc, ça, c'est qu'on a dit à $90 de garantie le mois prochain, plus des nouvelles personnes qui viennent encore. Tu vois. Donc, ça a doublé notre chiffre d'affaires très rapidement. Et oui, donc c'est comme ça que ça s'est passé. OK. J'ai vu que tu as revendu cette entreprise. Pourquoi l'avoir revendue et à combien? Tu me fais pleurer. En fait, tu sais à combien j'ai vendu? Je pense que tu as regardé le podcast avec Wilson. Donc, on l'a revendu à environ 250 000, je pense, si je ne me trompe pas. Et pourquoi on a revendu? Comme je disais, le chiffre d'affaires doublait chaque mois. Et vers la fin de l'année, au fait, comme on a commencé à saturer, à prendre une grande part de marché, la croissance a commencé à diminuer. Mais on faisait quand même 10% de croissance chaque mois. Mais pour nous, quand tu étais en train de doubler, maintenant tu reviens à 10%. Tu stagnes. Oui, c'est que... Il y a un problème, quoi. Voilà. Peut-être ça ne marche plus. Oui, peut-être l'entreprise risque de disparaître. Et là, il y avait deux entreprises, une qui était à la bourse canadienne et d'autres Américains et tout, qui, ils s'étaient rapprochés pour nous racheter. Puisqu'ils étaient un peu dans... Je pense que celle qui était à la bourse canadienne était un outil, un peu comme un MLS, de gestion des données real estate, des agents immobiliers, des maisons, etc. Et l'autre... je ne sais plus trop ce qu'ils faisaient, mais toujours dans le même domaine à peu près. Donc, ils se sont rapprochés de nous. Les Américains semblaient beaucoup plus sérieux et ils allaient plus vite. Donc, on a signé avec eux. Et voilà. Donc, mais au final, après, je me suis rendu compte que le chiffre d'affaires augmentait rapidement au point où ce qu'on avait... le prix qu'on leur avait vendu 2 ans plus tard, ils faisaient ce chiffre d'affaires chaque année. Ah ouais. Tu vois, peut-être ils ont bien dépassé ça. Et ensuite, ils n'ont même pas investi dans le développement. Ils avaient juste pris une personne qui faisait le support, une personne en Inde ou je ne sais pas quoi. Donc, je suppose qu'ils la payaient peut-être $10 de l'heure ou $15. Donc, j'étais du genre, je ne savais pas qu'on pouvait juste laisser ça comme ça et l'argent serait juste en train de rentrer. OK, super, super. Et du coup, quand tu revends cette entreprise, $250 000, c'est pour un Béninois qui n'a pas grandi dans l'opulence ou je dirais, excuse-moi si je me trompe, mais en fait, comment est-ce que tu réagis face à cela? Parce que c'est beaucoup d'argent quand même. Comment est-ce que tu réagis face à cela? Mais c'est pas beaucoup, parce que quand on regarde, c'était genre le travail sur plusieurs années. Et en ce moment déjà, comme je disais, je faisais genre $150 de l'heure. Okay. Donc sur un mois, parfois je faisais $15 000 le mois, et des trucs comme ça. Donc à un certain moment, je me rappelle, je ne pouvais plus dépenser. J'étais un jeune Béninois, quand même très simple et tout. Je ne voyageais pas beaucoup en ce moment. Je voyageais dans la sous-région, mais je n'allais pas voyager dans les endroits les plus chers du monde, des trucs comme ça. À cet moment, il y a beaucoup plus d'argent qu'on ne peut dépenser, tu vois. Ce qui fait que, je vais dire qu'à partir de ce moment-là, même avant d'avoir vendu, l'argent n'était plus la chose... j'étais plus pressé pour gagner de l'argent. Donc là, c'était plus... Et bon, c'est vrai que c'est un peu comme ça. J'avais commencé aussi pour le fun, comme je disais, aller au cyber, apprendre des choses, télécharger des mangas, etc. Donc, c'était juste fun, quoi. Donc, comment est-ce que je travaille, même jusqu'à aujourd'hui, comment est-ce que je travaille sur les trucs qui ont le plus d'impact, qui font que je m'amuse le plus, etc. Et donc, voilà, ce qui fait que j'ai toujours optimisé pour ça, quoi. OK. Mais j'ai une autre question pour toi.
Tu te lances sur Internet, tu commences par gagner de l'argent. Comment est-ce que tes parents voient la transformation? Comment est-ce qu'ils acceptent cela? Est-ce que ça a été difficile de leur faire comprendre ce que tu fais aujourd'hui et comment est-ce que tu arrives à mériter de pareilles sommes? Comment est-ce que tu as vécu cette Je période? pense qu'ils n'étaient pas... En fait, il a, déjà, ils étaient... En fait, ils m'encourageaient beaucoup toujours dans ce que je faisais. Même s'ils me disaient souvent, ah, tu ne veux pas finir, avoir ton diplôme, etc. Ouais. Tu ne vas pas apprendre les cours, tu vois. C'est juste leur peur. Mais en général, ils étaient plutôt... ils me supportaient, ils m'encourageaient plutôt. Maintenant, un truc que... Ce n'est pas par rapport à eux spécifiquement, mais en général, ce que j'ai remarqué, les gens qui n'ont pas gagné beaucoup d'argent, même quand tu leur dis que tu gagnes beaucoup d'argent, une certaine somme Oui. qui dépasse leur imagination, Oui. ils entendent, mais c'est comme si ça entrait dans l'oreille, ça sortait. Ça sortait, Donc je ne ouais. pense pas qu'ils se rendaient compte, ou Ouais, se sont jamais rendus compte de quand je gagnais, en fait. Malgré qu'ils entendaient les chiffres, tu Ouais, vois, c'est un ouais, peu ça. Je ne sais pas si ouais. ça, tu as remarqué ça avec les gens. Non, j'ai autour remarqué de ça, toi. effectivement. J'ai remarqué ça, surtout avec mes parents au début, euh, quand je faisais de l'argent, parce que moi, j'ai grandi dans une très petite maison et tout ça. Et je rentre, non, pas je rentre, mes parents rentrent, mes parents allaient au boulot. Donc, quand ils rentrent à la maison le soir, c'est Léo, combien tu as fait aujourd'hui sur ta boutique? Papa, j'ai fait $1,000. Papa, j'ai fait $2,000. En fait, Ça ressemble à un jeu, quoi. ouais, ça ressemble à un jeu, quoi. Il y a pas de réaction. Oui. C'est peut-être en mode, au début, c'était en mode, est-ce qu'il sait de quoi lui-même il est en train de parler, Oui. quoi? Parce que gagner 600 000, 1 million par jour, parce que j'avais des boutiques qui tournaient comme ça, des chiffres pareils en fait au début. 600 000, 1 million par jour, c'était crazy, c'était vraiment fou pour les parents. Et voilà, bon, c'est petit à petit qu'ils ont compris réellement. Et moi, j'ai eu la chance également d'avoir des parents qui m'accompagnent vraiment, qui sont à fond sur moi, quand je veux faire quelque chose, ils me disent, let's go, vas-y. Ils ne me découragent pas et je pense que ça m'a aidé aussi beaucoup à mes débuts et ça continue de m'aider aussi aujourd'hui. En dehors de Flyerco, quelles sont les entreprises que tu... Aujourd'hui, je connais très bien Tama, qui est une belle entreprise. Euh, Actuellement, vous vendez des livres. Donc, j'ai vu sur le podcast avec Wilson que vous êtes en train d'explorer en fait un plus large domaine, de vouloir faire de l'e-commerce en général. Pourquoi cette vision-là et comment est-ce que tu vois ce business-là dans peut-être 10 ans, dans 5 ans? Ok, bon là tu as posé plusieurs questions. Ouais. J'essaie de me rappeler. Oui, la première question c'est quelle autre entreprise, c'est Ouais, ça? oui, quelle autre entreprise? En fait, ce qui fait mal, au fait, quand tu es entrepreneur, c'est que tu peux lancer 10 entreprises ou plus, en fait, et tu n'auras que des échecs et peut-être un seul succès, tu vois. Donc, on a fait des choses, par exemple, avec TechExcel. On a fait des entreprises qui existent toujours. Il y a Sewema qui fait un outil de e-learning qui existe toujours. On a créé HappierCo qui était un outil de gestion des ressources humaines, mais c'était plus pour un public international. On a créé Chaperon, Piki, des produits qui ont bien marché, qui ont rapporté de l'argent, mais qui n'ont pas atteint le niveau d'attente qu'on avait et qu'on a fermé après. Et aussi, on s'est rendu compte que il fallait beaucoup plus de capitaux qu'on ne pensait et que ce n'était pas facile d'obtenir ça ici. Donc, pour Tamas, quand j'ai travaillé avec cette entreprise de la Silicon Valley comme directeur produit, donc quand j'ai fini, pour faire court, je me suis rendu compte que c'était difficile d'avoir des livres africains, d'auteurs africains qui parlent de l'Afrique en Afrique. L'endroit le plus simple pour les avoir, c'est la FNAC en France. Et j'ai trouvé que ce n'était pas normal. Donc, j'ai lancé ça comme un side project, donc un peu une boutique de vente de livres africains, avec un peu comme Kindle, avec une liseuse sur le téléphone, etc. Donc, et quand j'ai lancé, je me suis rendu compte que avec les développeurs, on passait beaucoup plus de temps. Aujourd'hui, même tout à l'heure, il y a quelqu'un qui nous a tagué, qui a dit « Ah, mais votre support client répond super vite, merci. Et je vois beaucoup de vendeurs où les gens se plaignent ils ne répondent pas aux messages. On vous écrit sur WhatsApp, vous ne répondez pas, ou vous répondez des jours plus tard et tout. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que si tu veux vendre ici, tu es confronté à
plein de problèmes. Déjà, les problèmes de paiement, on a pris peut-être près de 5 développeurs pendant 1 an ou plus d'1 an qui étaient à fond juste sur le paiement. Paiement, wow. Je pensais avant qu'il fallait intégrer des outils, des agrégateurs de paiement. Et c'est tout. Voilà, c'est pas 30 minutes. Une journée au plus, tu as intégré, c'est bon. Mais non, ça ne marche pas comme ça. On a dû développer pas mal de choses. Que ce soit en termes du X, en termes de back-end, pour essayer. Voilà. Et ça nous a pris quand même beaucoup de ressources. On a dû développer des choses. Beaucoup de gens aiment écrire sur WhatsApp. Vous ne pouvez juste pas répondre à des centaines de messages et satisfaire les clients. Donc, on a dû développer des bots qui vont répondre à la plupart des messages. Je pense environ 70% des messages. Ensuite, une personne prend le relais si la personne n'est pas satisfaite. Plein de trucs. Aujourd'hui, tu nous écris en 1 minute, tu as une réponse d'un bot qui, la plupart du temps, comme je disais, dans 70% des cas, ça répond à ta préoccupation. Et ça fait que si tu reçois 100 messages dans la journée, un être humain va peut-être répondre à une trentaine de messages dans une journée, ce qui est gérable, au fait, tu vois. Mais 100 messages, pour un seul être humain, c'est impossible, Et c'est ce qu'on remarque que les vendeurs en ligne rencontrent comme problème. J'ai discuté avec des dames qui vendent des produits physiques et tout. Une me montre ses messages, elle a plus de 500 messages non lus. Elle ne peut juste pas répondre, ce n'est pas humainement possible de répondre. C'est pas possible. Donc, elle peut avoir une équipe, mais elle va prendre combien de personnes? Elle va prendre 5 personnes en train de répondre. Voilà, tout ça, c'est des ressources aussi. Oui, j'ai fait un stage, je vais dire, de 2 jours, il y a 1 mois environ, avec une dame comme ça, dans son truc, dans son business, où pendant un après-midi, je répondais aux messages. Mais tu ne peux juste pas lever la tête du téléphone. Il y avait des messages de la veille qui n'étaient pas répondus. Une personne, par exemple, qui lui disait « Ah, je suis en train d'aller au cours, est-ce que je peux passer pour prendre le truc ?» Mais c'était depuis la veille. Et on répond à la personne, je lui ai répondu, la personne n'était pas contente, je vous ai écrit depuis hier que je voulais passer. Donc, mais c'est juste que humainement, elles ne peuvent juste pas faire. Donc, on s'est rendu compte que, OK, il y a tous ces outils-là que nous, on a développés. Puisqu'on est développeurs, on a pu automatiser, que ce soit les paiements, services clients. Et ça nous a rendu la vie facile. On a vendu en 1 an, au cours de la dernière année, on a vendu pour environ 50 millions, je pense, si je ne me trompe pas, de livres. Et donc, on s'est dit, pourquoi on n'offre pas ces solutions à d'autres, comment je vais dire, à d'autres vendeurs pour leur faciliter la tâche. Et voilà, donc, on a commencé à travailler sur une solution, comme je disais, avec des vendeurs. On a racheté Revente Pro de Bluffneck. Oui. Il y avait déjà une solution qui permettait de gérer les commandes. Donc, on a racheté ça et on va intégrer. Et voilà. Donc, la vision maintenant, c'est beaucoup plus global. Je me suis rendu compte que il y a beaucoup à faire. De la culture, c'est-à-dire comment les gens vivent au jour le jour. Tu veux améliorer la culture, développer le continent. Il s'agit de montrer aux gens comment améliorer leur quotidien, tu vois. Et tous les jours, il y a des Africains qui trouvent comment est-ce qu'ils améliorent leur quotidien, comment ils règlent leurs problèmes et tout. Mais il faut qu'ils montrent à d'autres personnes, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé les livres à bord, pour pouvoir partager facilement cette connaissance et aider tout le monde à régler ses problèmes et à évoluer. Mais on s'est rendu que c'est une question d'échange, au fait. Et l'échange, c'est le commerce, tu vois. Donc, même si on parle de culture et de livres, au fait, il faut les échanges d'abord avant que la culture là, ne puisse se propager. Tu vois, ça se transforme par rapport au commerce. Et voilà, donc on s'est rendu compte qu'il fallait trouver une solution pour ce commerce-là. Donc, que ça soit, je vais dire, intra-africain, à l'intérieur des pays, entre les pays, etc. Donc, trouver des solutions et des outils qui vont vraiment accélérer le commerce. Et pour moi, c'est une façon de contribuer au développement du continent. OK, super. Et tu parlais tout à l'heure, tu disais que tu as fait un stage de 2 jours. Dis-moi, à chaque fois que tu as une solution à développer, tu t'investis à fond dans toutes les étapes. Et est-ce que c'est ce qui fait, bon, je sais que ça ne doit pas être ça seul, mais est-ce que ça fait partie des choses qui font la réussite des projets que tu as lancés et qui marchent correctement? Ouais, je vais dire, c'est la première chose. Je vais même dire, je ne sais même pas si je peux dire c'est ça seul. Mais c'est la chose la plus importante. Tu vois. Même si tu n'as pas toute la technologie qu'il faut pour résoudre les problèmes, la chose la plus importante, c'est de connaître tes clients et de fournir des solutions qui correspondent exactement à ce qu'ils veulent. Donc, je vois des gens ils ont un projet, ils vont passer des mois et des mois, voire des années à travailler dessus. Ils n'ont même pas encore lancé, etc. Non, en fait, j'ai remarqué, tu cherches des clients, les gens qui pourraient être intéressés.
Tu discutes avec eux. Ils vont te dire, ah, moi j'ai besoin de tel truc, j'ai pensé à tel truc, etc. Tu réfléchis à tout ça et tu leur fournis une solution qui correspond à ça. Tu vois. Donc, par exemple, là, pour Tama, avec la nouvelle solution e-commerce, là, j'ai discuté avec plein de gens. Même ce matin, j'ai discuté encore avec des gens. Je suis toujours en train de chercher des gens qui vendent en ligne, qui rencontrent cette problématique-là. Et donc, en discutant avec eux, ils me disent, OK, on a besoin de ça et tout. Et en quelques semaines, je peux déjà développer. Donc, il y a une solution qui est en test avec certaines fonctionnalités, pas encore toute la vision, bien entendu. Mais c'est déjà utile et ça aide des vendeurs à vendre beaucoup plus que ceux qui vendaient avant, à être beaucoup plus efficaces, tu vois. Donc, là, mais là, ça fait... On a commencé à travailler dessus il y a 1 mois et demi à peine, 2 mois en plus. Oui. Et déjà, en fait, il y a une première version. Oui, des dizaines de millions de ventes avec ça. Ouais. Donc, c'est souvent comme ça. Mais je vois, et moi aussi, j'avais fait l'erreur dans le temps où tu as l'idée, tu penses à, OK, c'est quoi la proposition de valeur, comment est-ce que tu fais ça, etc. Non, tu laisses tout ça, tu vas discuter avec les gens et tu auras... Tu vois, par exemple, ça, on peut dire par exemple que c'est comme un Shopify africain. Donc, si j'étais resté dans ma chambre, je pourrais rester là et imaginer, Shopify, il y a quoi comme fonctionnalité, donc, il faut les paiements, il faut tel truc, il faut tel truc. On allait passer des mois et des mois. Enfin, Shopify a été construit pendant, il y a au moins 10 ans. Ouais, et Shopify s'améliore chaque année. Oui, exactement. Donc, si je reproduis Shopify, je ne vais jamais finir. Dans 5 ans, je serai encore là, je n'aurai même pas encore lancé quelque chose, tu vois. Mais le fait d'avoir discuté avec les vendeurs, ça fait qu'en quelques jours, dès que j'ai commencé à penser à ça, on avait dit un truc. Et on s'est rendu compte au fait que même s'ils pouvaient prendre les commandes manuellement, pouvoir suivre le statut de chaque commande pour ne pas oublier que il y a tel client qui n'a pas encore été livré, etc. Ça suffisait déjà, tu vois. Et ça, en 1 semaine, on pouvait déjà leur fournir ça. Donc, c'est comme ça. Rapide, on a commencé là, on a ajouté, récemment, on a ajouté les paiements en ligne. Donc, voilà. Super. Du coup, en fait, ton process, quand tu as des idées, que tu as l'idée, tu vas au contact en fait des clients, des gens, des consommateurs, tu as leur feedback dessus et direct tu développes la solution. Oui. Donc il s'agit de discuter avec plein de gens qui pourraient rencontrer le problème. Enfin, dans le cas de Tama, j'ai discuté avec pas mal de gens. Voilà, j'ai discuté avec des gens qui ont des boutiques, mais ils ont des produits différents. Par exemple, quelqu'un qui a une friperie, un truc qu'on a constaté, c'est que, en fait, c'est évident après qu'on se rend compte, mais quand tu ne regardes pas, tu ne te rends pas compte de certaines erreurs que tu peux faire. Tu vois, une friperie, on se dit, OK, elle peut avoir une boutique en ligne pour vendre ses trucs de friperie, mais non. Une friperie, au fait, elle vend des habits, etc. Mais c'est des pièces uniques, tu vois. C'est pas comme si elle aura le même article plusieurs fois. Plusieurs fois. Imagine, elle va recevoir des milliers d'habits, elle se rend train de les mettre un à un sur le site. Et pour vendre un seul de chaque, c'est juste pas possible, tu vois. Donc, comment est-ce qu'on design le produit pour quelqu'un qui vend les choses de cette façon, tu vois. Et aussi, il y a d'autres personnes, il y a des gens qui ont des affiliés, il y a des gens qui font du dropshipping, etc. Donc, il s'agit de discuter avec tous ces gens, voir qui a le problème vraiment. Il y a des gens qui font juste 5 commandes chaque jour, ou même 2, 3 commandes. Il y a des gens qui ne font pas des commandes régulières chaque jour. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'une solution ou pas, tu vois. Donc, ça permet de savoir exactement qui sont les personnes les plus pressées par le problème. Donc, c'est les personnes qui ont tellement de messages, qui sont débordées. C'est des personnes qui ont telle problématique. Pour le moment, c'est peut-être pas des friperies, tu vois, un peu des choses de ce genre. Et peut-être après, enfin, on pourrait s'intéresser aux friperies. Quand on dit après, ça peut être dans quelques semaines. De toute façon, on devrait trouver une solution pour ça. Mais au fait, ça permet quand même d'avoir une certaine, une carte du marché et de comprendre, OK, où est-ce qu'on attaque le marché premièrement, comment est-ce qu'on fait le design des fonctionnalités, etc. Super, très intelligent. Merci beaucoup, Ulrich. Dis-moi aujourd'hui, c'est quoi ta journée type? Quand tu te lèves, qu'est-ce que tu fais dans une journée? Bon, je suis marié, donc je ne peux pas dire ce que je fais. En général, quand je me lève. Mais bon, pour ce qui nous concerne ici, je me réveille souvent tôt, à 5 heures du matin. Donc, je travaille. Dès que je peux commencer à travailler, je commence tôt à travailler. Donc, c'est vraiment une période focus jusqu'à vers midi, par là-bas. Bon, parfois, je peux prendre une pause, faire des trucs, des trucs de la maison. J'aime faire du yaourt, par exemple, ces temps-ci. Donc, souvent, chaque 2 ou 3 jours, le matin, je vais me faire
je vais faire le yaourt et tout. Voilà. Donc, le matin, c'est vraiment une période de focus. Et après, vers midi, il y a des réunions avec des gens ou dans l'après-midi, aussi des rendez-vous. Donc, l'après-midi, pour moi, c'est vraiment le moment où je peux faire des trucs, je suis super focus. Donc, s'il y a des gens disponibles, des amis que je peux voir, souvent, par exemple, on joue au paddle avec des amis ces temps-ci. Donc, c'est un peu ça. Et donc, le soir, souvent, j'ai sommeil très tôt. Donc, à partir de 20h, 21h, j'ai déjà sommeil. Donc, le plus souvent, j'essaie d'être à la maison déjà, mais aussi peut-être dans une semaine, 2 ou 3 fois, je ne suis pas à la maison à cette heure-là. Toujours encore dehors à faire des trucs. Donc, oui, c'est comme ça un peu ma journée. Du coup, tu sais cuisiner? Oui. Ok, super. Donc, en fait, ma mère, elle était super occupée tout le temps. Donc, depuis qu'on avait peut-être 9 ans ou 10 ans ou plus, on était obligé de cuisiner tout seul pour s'en sortir, quoi. Ouais, je vois. Est-ce que le personnage du riche Soso aujourd'hui, est-ce que tu penses que le mindset t'a aidé beaucoup à devenir, à être la personne que tu es aujourd'hui, ton état d'esprit, et quelle place ça occupe en fait aujourd'hui pour toi, dans ton processus, dans ton travail et tout? J'aimerais pouvoir dire que ouais, j'ai découvert tel truc et tout vient de moi, mais je peux même pas dire d'où ça vient, au fait. Ouais. C'est juste, quelqu'un m'a dit que c'est la grâce divine une fois. Donc voilà, donc les trucs qui m'ont vraiment permis d'avancer, c'est un peu ça. Je sais même pas si je peux dire travailler dur, parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas travailler dans le sens de travailler. Par exemple, j'ai été développeur, mais j'aime pas écrire du code particulièrement. Tu vois, aujourd'hui, il y a l'IA, donc je suis content, je peux juste écrire le code et ne pas l'écrire moi-même. Donc, j'aime pas particulièrement. Je le fais très bien, mon code est très bien. Il y a quelqu'un, une fois, je me rappelle un Canadien avec qui je travaillais, il disait que mon code, c'est comme de la poésie. Et tout. Donc, incroyable. Mais genre, le fait d'écrire le code ne m'intéresse pas vraiment, c'est plutôt le résultat après. Donc, le fait d'être là et de travailler juste pour travailler, j'aime pas. Il y a des gens qui aiment travailler dur, qui seraient en train de travailler tout le temps. Mais moi, dès que j'ai l'occasion, si je peux juste rester là à flâner. Et t'amuser. Oui. Il y a une période, par exemple, ma femme, elle a dit que je passais un peu avant Tama où je pensais aux idées. Donc, que moi, je passais autant à flâner toute la journée sur le canapé. En plus, on n'avait pas de télé, donc je suis là juste à regarder en l'air. Ah ouais. À lire des livres parfois. En fait, tu voyais vraiment la personne oisive qui était sur le canapé, à ne rien faire, à sortir. Bon, je fais parfois du sport. Il y a des périodes où je fais plus de sport. Bon, là, on fait le paddle, comme je disais, 2 fois par semaine. Il y a des périodes, par exemple, récemment, où je faisais... j'allais courir tous les matins, genre 5 km chaque 2 jours. Tu vois, des trucs comme ça. Donc, je trouve quand même des activités pour meubler mes journées. Moi, la journée idéale, ce serait que je finisse de travailler à midi. Et s'il y a des gens dispo, je vais les rencontrer, des amis, s'il y a des personnes avec qui on peut parler de projets, etc. C'est vraiment ça ma journée idéale. Super, ouais. Et donc, voilà, donc il y a ce mindset-là où j'ai pas envie de... J'aime faire des choses, atteindre des objectifs, créer des trucs, résoudre des problèmes. Mais en même temps, je ne suis pas du genre... Au fait, pour moi, si je fais quelque chose et c'est dur, ça signifie que c'est peut-être pas la bonne façon de le faire. Le plus souvent, c'est même pas la bonne façon de faire. Ouais. Donc, il faut simplifier, trouver une façon de faire plus simple. Et c'est ça vraiment qui me motive. Tu vois. Donc, c'est aussi une des choses qui me motive. Le fait de regarder en arrière et de voir est-ce qu'on a avancé et tout. Donc, ça aussi, par exemple, genre avant, surtout quand j'avais commencé, j'étais vraiment stressé. Si je regarde 3 mois en arrière, je me regarde en train de faire les mêmes choses, les mêmes tarifs, etc. C'est que j'évolue pas dans ma vie, tu vois. Et je trouve, OK, comment est-ce que je fais pour avancer? Bon, actuellement, c'est un peu moins. J'essaie de profiter plus de la vie. De la vie. Et voilà, donc il y a vraiment ces petits trucs. Mais je dirais le plus gros truc, c'est... Je dis c'est l'échec, au fait. Parce que franchement, quand je pense à tous ces trucs, je pense à des échecs. Ouais. En fait, tu es constamment dans un sentiment où tu essaies quelque chose, ça ne marche pas, tu essaies tel truc. Même quand je discute, je discute avec les clients. Tu viens, par exemple, avec une façon de voir les choses. Quand tu discutes avec eux, tu te rends compte que non. Tu vois, j'ai parlé des trucs, j'ai parlé avec plusieurs personnes qui sont dans des friperies, par exemple, dans la friperie aujourd'hui. Donc, je vais les voir. Et je leur dis, vous pouvez peut-être utiliser une solution e-commerce. Quand ils commencent à parler de leur problème, je me dis, la solution qu'on a actuellement, ce n'est pas encore pour vous.
Tu vois. Ouais. Ça fait quand même un peu mal au cœur, tu Ouais, vois. ouais. Donc, et discuter avec, comme ça chaque jour avec plusieurs personnes et se rendre compte que non, enfin, on n'est pas encore où on veut être. Ouais, Ou ouais. alors tel truc ne serait pas utile à telle personne, ou l'idée que j'avais n'est pas intéressante, tu vois. Mais après, tu trouves la bonne solution. Donc ça, c'est super passionnant, c'est ça qui me motive vraiment. Mais le mindset, c'est juste là, d'être en train d'essayer encore et encore, d'être en train d'échouer. C'est un peu comme si tu allais à l'aventure, quoi, tu vois. Ça me fait penser aux jeux vidéo que je jouais quand j'étais petit. Prince of Persia, comme je disais, Mario. Tu vois, le Mario, je ne sais pas si tu connais ça. Ouais, je connais Il y a Mario. l'ancien Mario qui fait tendant, Ouais, et je connais. on fait PJ à la coude. Donc, quand tu meurs et tu essaies encore et encore et encore avant de réussir. Donc, ça me fait penser. Et voilà, c'est vraiment cette façon de penser qui m'anime, quoi. Ce que je remarque personnellement, c'est que la plupart des gens aujourd'hui ont beaucoup de talent. Beaucoup de personnes ont des talents, mais je pense que beaucoup de personnes laissent leur talent mourir tout juste à cause de la peur de l'échec. Les gens se voient juste l'échec comme, c'est pas, c'est la fin de la vie. L'échec, c'est pas une bonne chose. Quel conseil, en fait, tu peux donner à quelqu'un qui a envie de faire quelque chose, mais qui se pose mille et une questions, qui se demande s'il va y arriver, qui se demande s'il va échouer? Qu'est-ce que tu peux, en fait, donner comme conseil à ce genre de personnes? Bon, déjà, à un certain moment, je me suis intéressé à la peur et aux émotions humaines en général. Oui. Et un truc que j'ai constaté, c'est que le plus souvent, on dit c'est la peur de l'échec, mais ce n'est pas la peur de l'échec. J'ai rencontré tout type de peur, des gens qui avaient... Puisque j'ai travaillé avec plein d'entrepreneurs, tu vois, il y a la peur de faire des erreurs, il y a la peur de réussir, bizarrement, que j'ai vu chez beaucoup d'entrepreneurs qui ont du succès. Tu vois une personne qui fait quelque chose et ça marche très bien, et brusquement, la peur. Elle se dit non, ça ne marche pas, c'est pas assez bon, ou un truc. Elle est un peu comme overwhelmed par l'activité et tout, et elle laisse tomber. Ah ouais? Oui, au fait. Et quand tu regardes ça, c'est pas une peur de l'échec, au fait. C'est juste quand elle imagine ce que ça donne, genre, c'est trop... Ouais, c'est la popularité, d'être sous le coup des projecteurs. Oui, parfois ça, parfois d'autres choses. Juste des petits trucs. Ou c'est un peu comme si, genre, au moment... Tu cherchais quelque chose, mais au moment où tu vas avoir la chose, tu abandonnes. Tu vois un peu. Je vois. Et tu vois peut-être, OK, d'autres personnes qui font quelque chose de différent. Tu vas te dire, ah, mais ce que moi je fais, ça me fait trop chier, tu vois. Mais c'est ce que tu voulais. Ouais, c'est ce que tu voulais. Tu vois, ça me fait trop chier. Et tu laisses ça et tu vas faire autre chose que tu as vu qui marchait chez d'autres personnes peut-être. Et tu vas faire ça et après tu te rends compte que, mais en fait, c'est la même chose. Quand tu vas réussir aussi, tu auras aussi les mêmes problématiques. Tu vois un peu. Donc, il y a vraiment plein de types de peurs. Et en fait, je recommande aux gens, s'ils peuvent, de travailler avec des psys. Moi, par exemple, j'ai un psy. Enfin, actuellement, le mec, il est en vacances. Il revient en septembre. Donc, je me sens un peu abandonné. Non, je blague. Mais je recommande souvent d'avoir un psy parce que ça permet de comprendre comment toi-même tu réfléchis, tu vois, et quelle façon de voir les choses, de faire les choses peuvent te limiter. Souvent, on se dit, tu vois, par exemple, quand on voit des podcasts ou des gens qui écrivent sur les pensées limitantes, etc., on pense que c'est juste les losers qui ont des pensées limitantes. Mais au fait, tout le monde a ça, tu vois. Il y a des entrepreneurs, par exemple, tu peux être en train de gagner $10,000 l'année. Tu vas monter très rapidement. De 0 à 10 000, tu vas aller rapidement. Mais 10 ans plus tard, tu seras encore à 10 000, tu vois. Donc, c'est le mindset qui t'a permis d'arriver à 10 000. Ce n'est pas le mindset là qu'il faut pour aller au-delà de 10 000. Au-delà, exactement. Donc, vraiment travailler sur tout ça, au fait. C'est vrai que ici en Afrique, il n'y a pas trop la culture de la psychologie, avoir un psychologue, tout ça. C'est vrai que c'est pas quelque chose auquel l'Africain taille de l'importance. Oui, mais c'est quelque chose qui est encore plus important, je dirais, pour les Africains. Pourquoi? Parce que quand tu vis dans un environnement donné qui fonctionne d'une certaine façon, donc c'est un peu comme un système qui fonctionne d'une certaine façon. Tu vois, un système, je vais dire, sous-développé actuellement, celui où on vit et tout. Si tu veux que toi-même, que ce soit toi ou bien tout le collectif puisse se développer, au fait, il faut qu'on change la façon dont on pense, tu vois. Tu peux faire de ton mieux dans ce système-là. Tu seras toujours dans le système, tu vois. Donc, mais comment est-ce que tu t'extrais du système et tu peux voir les choses globalement, même sur ta propre vie et tout, pour pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus grand, tu vois. Donc, c'est des trucs qui ont rapport à la psychologie humaine.
Je donne un exemple. Quelqu'un qui meurt de faim tous les jours, son réflexe ou la façon de survivre, c'est que dès qu'il y a la nourriture, là, tu sautes dessus et tu manges tout. Sinon, tu ne sais pas quand est-ce qu'il y aura encore de la nourriture. Tu vois un peu. Mais maintenant, si tu es rassasié, il y a la nourriture en abondance et tout, et tu fais ça, au fait. Tu vas devenir obèse, tu vas mourir, tu vois un peu. Donc, cette façon de faire qui te sauvait la vie dans cette condition, pas la même, voilà, pas adapté. quand tu atteins un certain niveau, ce n'est plus ça. C'est plutôt ça qui va te détruire, tu vois un peu. Donc, mais il faut quand même rencontrer des psychologues, apprendre sur la psychologie, pouvoir soit se psychanalyser soi-même, mais c'est encore plus difficile au fait. Genre, les grands joueurs de football, les Ronaldo, Messi et tout, ils ont des coachs, quoi. Tu peux pas être ton propre coach. Donc, tu dois vraiment avoir des gens qui peuvent te voir de l'extérieur et t'aider, au fait, à avancer. Est-ce que le fait d'avoir un psychologue, déjà, est-ce que c'est quelque chose que tu as trouvé facilement dans notre environnement ici, ou c'est quand tu voyageais, quand tu as commencé par voyager et tout, que tu as rencontré des gens dans ce domaine? Oui, en fait, ça, c'est en France, par exemple. Mais même pour trouver là-bas, ça n'a pas été facile. J'en ai rencontré plusieurs. On a travaillé sur plusieurs sujets, des sujets personnels. Mais au fait, au final, tu te rends compte que tout est vraiment personnel, que ce soit business et tout le reste. Bon, ici, je n'ai pas vraiment travaillé avec des psy. Ici, Super. Il n'y en a pas beaucoup aussi, il paraît. Ouais, c'est la raison pour laquelle je t'ai posé la question. Ok, super. On s'est vu la semaine passée, je pense. Je pense que c'était la semaine passée. On a discuté et on a parlé de voyage. Et je sais que c'est quelque chose que tu aimes beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette passion? Pourquoi est-ce que tu aimes voyager? Et qu'est-ce que tu recherches en vrai dans le voyage? Qu'est-ce que tu recherches dedans? Je vais dire, vivre un peu plus longtemps. Non, en fait, je dis ça parce que, je pense qu'il y a des études ou quoi qui ont montré que, tu vois, plus tu grandis, plus tu vieillis, je vais dire, plus le temps est court, tu vois. Mais en fait, le temps est court parce que tu apprends moins de choses, tu vois. Quand tu es enfant, un petit enfant de 2 ans ou 3 ans, tu l'amènes ici, il va commencer à regarder dans tous les coins, il voudra tout toucher. Un bébé, il voudra mettre cette table-là, mettre cette dent dessus pour voir quel goût ça, etc. Donc, ce que j'ai remarqué aussi personnellement, c'est que quand tu passes ce temps-là à découvrir, quand tu découvres de nouvelles choses, tu as l'impression que le temps s'élargit. Donc, quand tu vas en vacances, par exemple, ailleurs, dans un environnement que tu ne connais pas, les journées sont super longues. Tu vois. Mais quand tu es dans l'environnement que tu connais déjà, quand on était petit, les journées étaient longues, mais aujourd'hui, la journée passe très vite. Tu vois. Donc, comme je disais, c'est pour prolonger un peu la vie. Donc, j'aime bien cette impression. Tu vas dans un nouvel endroit, il y a plein de choses à découvrir, les personnes, les bouffes, les activités à faire et tout. Et la journée est vraiment longue. Et aussi, ça te permet de réfléchir, de t'éloigner de ta vie et de penser à ta vie. C'est comme si tu regardais ta propre vie que tu avais chez toi là-bas, tu la regardais de l'extérieur. Et ça te permet d'avoir de nouvelles idées, de prendre de nouvelles directions, d'avoir de nouvelles résolutions, etc. Tu vois. Donc, c'est vraiment ça la principale raison. Maintenant, à part ça, comme je disais, il y a des bonnes bouffes différentes. Il y a des choses à découvrir, des façons de vivre, de faire, des personnes, etc. À différentes parties du globe. Il y a des trucs que tu apprends. Comme je disais la dernière fois sur le podcast de Wilson, tu te rends compte qu'il y a Yovodoko quelque part. À 15 €, 2 Yovodoko. Genre 10 000 francs pour 2. Tu vois, tu reviens, tu te dis, mais ce truc-là, ça a quand même de la valeur. Des trucs qui sont chez moi, que des personnes valorisent de telle façon, ça donne quand même des idées. Est-ce que tu as des anecdotes? Bon, tu voyages beaucoup. Est-ce que tu as eu de mauvaises anecdotes que tu n'as pas encore partagées sur un podcast à nous partager ici? Ouais, je me rappelle des premières fois où j'ai voyagé. En fait, la plus mauvaise, c'était pas un voyage. Ça avait rapport à un voyage. Mais je viens de me rappeler un premier truc, c'est quand on était allé en Côte d'Ivoire. C'était un peu après la crise. Je ne sais plus en quelle année, c'est 2012 ou un truc comme ça. Donc, il y avait des checkpoints sur la voie pour le temps. Donc, quand on est arrivé, j'étais avec un ami, celui avec qui j'ai créé ma première entreprise, l'agence web dont je parlais là. Et donc, on est parti là-bas et je pense que notre agence est finie là-bas. Et on avait juste l'argent pour le retour, tu vois. Mais c'était sans compter tous les policiers sur la voie qui essayaient de nous acquitter. Oh, incroyable. Donc, chaque je sais combien de minutes on arrêtait le bus, on demandait les papiers des gens. À chaque fois, on nous prenait 500, on prenait 1000 francs, on prenait je sais pas quoi.
toute la Côte d'Ivoire comme ça, peut-être une bonne dizaine de fois. Ouais. Ensuite, au niveau du Ghana, on arrive maintenant à la frontière Ghana-Togo, on n'a plus d'argent. Et il y a un policier qui nous dit, là, on est resté 1 heure debout là. Incroyable. De nous laisser passer. Et donc, quand on est arrivé au Togo, je pense là, j'ai pu appeler mon frère et je lui ai dit, OK, de prendre la voiture et de nous retrouver à l'Étoile. Ouais. Et voilà, donc, oui. Et on a pris le taxi, on n'a pas payé. On lui a dit qu'on n'a pas d'argent, qu'on va arriver, on va payer. Sérieux? Ouais. Donc, oui, c'était quand même intéressant. Autre chose, oui, comme je disais, un truc qui n'est pas par rapport au voyage. Enfin, c'est ce qui a fait que, j'aime pas trop les ambassades. Donc, je pense que là, je devais peut-être avoir 20 ans ou 21 ans. Il y a des amis, il y avait une conférence en Norvège, ils voulaient que je vienne, puissions travailler ensemble. Et j'étais allé, en ce moment, il fallait aller à l'ambassade du Danemark, demander un visa pour la Norvège. Donc, quand je suis allé, la personne me posait des questions, combien tu gagnes? En fait, je ne m'attendais pas à entrer dans un interrogatoire. Tu vois. C'était juste aller sur le site web. Ils ont mis une liste de papiers à donner. Et, je suis allé, j'ai donné les papiers. Et on commençait à me poser des questions. Combien tu gagnes, etc. Je ne savais même pas combien je gagnais. Je gagnais des millions. J'ai dit 1 million. Elle m'a regardé. J'ai vu dans son visage qu'elle ne me croyait pas. Mais c'était juste un jeu de bêtises. C'était juste comme si quelqu'un venait lui raconter des bêtises. Pour et en plus, c'était un profil atypique. Je ne pense pas qu'elle ait vu un jeune comme ça, entrepreneur, qui veut voyager. À cet âge, c'est juste des étudiants qui viennent demander sûrement des visas. Elle me demandait dans quel hôtel je vais rester. L'hôtel, c'est un nom norvégien. J'étais du genre, c'est dans les papiers. Donc, ça n'arrangeait pas mon cas aussi, parce que c'est comme si je me foutais d'elle, quoi. Donc, moi, je ne me rappelle pas d'un hôtel avec un nom norvégien, tu vois, un peu. Et je ne savais pas qu'on allait m'interroger comme ça. Et ça s'était super mal passé. Ils ont dit qu'ils vont procéder ce truc de revenir. Je ne sais pas si c'était le mercredi prochain ou autre. Je ne suis plus jamais reparti. Je ne sais pas si s'ils ont accepté ou pas. Rien du tout. Ce qui fait que la première fois où j'étais allé en Europe, c'était en Allemagne, je pense. Et c'est genre de l'Allemagne, là-bas, ils avaient dû appeler leur ambassade et qui m'avait dit de venir. Et donc, j'étais allé, on m'avait fait le visa. Sinon, j'étais du genre, non, je ne vais plus dans une ambassade. Gardez vos pays pour vous. Mais en fait, le plus souvent, c'est ça. C'est ce qui se passe. Dans les ambassades, là, j'ai eu une très mauvaise expérience avec une ambassade ici au Bénin. J'ai voulu demander de visa, mais en fait, la dame, elle te reçoit très mal. Elle te parle très mal. C'est juste incroyable ce qui se passe. Et est-ce que tu as une bonne anecdote, très bonne anecdote, quelque chose que tu as super aimé dans un voyage? C'est difficile parce que là, il y a tellement de bonnes choses. Il y a plein de bonnes choses. Je sais même pas, j'ai pas d'anecdote, tu vois. Il y a des pays que j'adore. Il y a l'Afrique du Sud où je suis allé plusieurs fois, notamment Cape Town, où tu as la mer. J'adore nager. Et il y a la montagne. Donc, tu te rends compte que tous les jours, tu peux être juste dehors. Il suffit juste que tu décides de sortir de la maison, tu vas faire de l'exercice, quoi. Tu n'as pas à te préoccuper. Et tu nageais dans la mer là-bas? Oui. Ouais, dans le froid? On nage, il y a des... Ouh, je faisais pas. Moi, je peux pas supporter. C'est quand même un peu glacé, c'est vrai. Mais bon, ça va. C'est pas genre super... C'est pas comme si tu nageais, je sais pas, en France, dans un truc pendant l'hiver ou un truc comme ça, tu vois. Donc, oui, donc monter, il y a leur Tabletop Mountain. Donc, ça fait, je pense, 800 mètres de haut. Donc, passer 2 heures pour monter ça. Voilà, c'était une expérience super parce que après 1 heure, en fait, c'est un peu comme, imagine, tu as des escaliers que tu as te monter pendant 2 heures. Ah ouais. En fait, ce que ça te fait. J'ai voulu le faire, mais je ne l'ai pas fait. Mais je me suis dit, la prochaine fois où je pars à Cape Town, quand je pars à Cape Town, je le fais forcément. Tu vois, quand tu montes 4 étages d'escalier, c'est à peine 1 minute. Ça. Et c'est 2 heures. 2 heures, incroyable. En plus, parfois, les marches sont bien plus grandes, quoi. C'est pas les petites marches d'escalier. Mais je pense que pour le retour, il y a le truc là. Le téléphérique. Ouais, voilà, exactement. Où tu peux redescendre aussi. Par exemple, là, je me rappelle, arrivé en haut, en fait, pendant une bonne partie de la seconde partie du trajet, la première fois où j'étais allé, j'avais passé un peu de temps avec un couple, je ne sais pas si c'était pakistanais ou indien et tout. Et vers le haut, la femme me demandait combien de temps je vais faire en haut avant de redescendre. Peut-être elle voulait qu'on redescende ensemble. Je dis donc, moi, pour le téléphérique. Et je pense que c'était... Je ne sais pas si c'est autour de $10 ou $15. Elle fait, mais toi, tu es riche. Sérieux? Donc là, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui n'ont juste pas l'argent, mais qui voyagent quand même. Tu vois? Ah ouais. Genre, pour elle, avec son mari payé pour le téléphérique, ça allait vraiment
empiéter Sur le leur budget budget. voyage, Ouais, tu vois un ouais. peu. Ah ouais. Donc, ouais, en fait, Mm. là, par exemple, c'était une expérience super intéressante où tu es en train de monter 15 minutes plus tard. En fait, en ce moment, je n'avais pas l'habitude de courir ou de faire la marche, des trucs comme ça, de faire de la randonnée. Mais ceux qui sont habitués, ils sont en train de monter tranquillement, quoi. Les gens avaient les écouteurs dans les oreilles avec la musique et ils montent. Et toi, après 15 minutes, tu as mal, tu as envie de redescendre, mais tu es un garçon. Tu ne peux pas redescendre après 15 minutes. Donc, tu vois, tu fais les efforts, tu continues de monter. Après 1 heure comme ça, là, tu es du genre, non, je vais redescendre. Mais quand tu te dis, OK, en plus, quand tu es au milieu, tu vois le haut, tu n'as pas l'impression que c'est loin. Ouais, Et quand ouais. tu vois le C'est bas, vrai. tu as l'impression que c'est très loin. Super Tu loin. vois, donc tu Ouais. te dis, bon, là où je suis là, c'est mieux de monter que de redescendre. Ouais, mais après, je suis arrivé en rouge. Les fois où je suis reparti, toutes les fois, j'ai refait ça. À chaque Encore. fois. Oui, parce Ah que ouais. au final, franchement, c'est une très bonne expérience. Si j'étais là-bas, j'allais le faire peut-être chaque mois au moins, quoi. Ouais. Ou plusieurs fois. Après, je suis allé dans des montagnes ailleurs et en France, des randonnées comme ça. 8 heures de temps à monter sur je sais quelle montagne ou bien à marcher je sais où. C'est des expériences super intéressantes. Il y a des endroits, par exemple, comme Prague, où la vie est super moins chère. Tu commandes des Uber, c'est quoi, $2, $3. Ah ouais. Donc, même moins cher encore que Gozem ici. Tu vois, je vais dire des trajets qui vont te coûter 1500, quoi. Tu vois, en taxi. 1000 francs même, tu vois. Et là-bas, par exemple, comme la vie est moins chère, quand tu vas, par exemple, dans les restaurants, il y a de très bons restaurants gastronomiques. Tu vois, le genre de trucs qui, par exemple, même ici au Bénin, tu vois, quand tu vas à Sofitel, les trucs de cette qualité-là, tu vois comment ça coûte cher là-bas. Mais c'était moins cher là-bas, tu vois. Les trucs qui vont te revenir à deux, vous allez dépenser peut-être 50 000, 70 000 pour un truc qui va coûter ailleurs 200 000, 300 000. Et c'est des trucs où tu as genre 6 repas, enfin 6... Un buffet. Non, enfin oui, il y avait des buffets intéressants, mais 6 plats, quoi, genre 2 entrées, 2 plats de résistance, 2 desserts, avec du bon vin. En fait, il y a des endroits vraiment magiques un peu partout, en fait, dans le monde. Enfin, à Dubaï, par exemple, il y a plein de trucs que les gens aiment. Même si, bon, moi, j'aime pas particulièrement. Je préfère les trucs un peu plus naturels. Donc, voilà. Ok, donc tu n'aimes pas particulièrement Dubaï à cause de... C'est juste un gros mall, quoi. Une grosse boutique. Toute la ville, vois. tu vois. Ouais, je vois. Donc, c'est intéressant, mais en fait, moi, quand je voyage, ce que j'aime, c'est ça, des expériences, je vais dire plus authentiques, dans le sens de comment est-ce que les gens vivent au jour le jour, tu vois. En fait, tu te retrouves parfois dans des pays, en Indonésie, par exemple, je me rappelle, à un moment, je marchais avec un ami, c'était à la sortie de l'école. Et ils sont nombreux, au fait. Ils sont 100 et quelques millions d'habitants. C'est le plus gros pays musulman du monde. Donc, les enfants sont sortis de l'école. Il y a des dizaines de milliers d'enfants avec leur uniforme dans la rue. Et apparemment, c'était la première fois qu'ils voyaient des doigts. Donc, tous voulaient. Il y a un qui dit que c'est son anniversaire, qui me suppliait carrément. Genre, c'est mon anniversaire, je prends une photo avec toi et on voit ma petite amie. Donc, c'était comme si j'étais une star. Je vois. Donc, il y a des trucs intéressants comme ça. Donc, je suis plein d'expériences intéressantes. Pas trop d'expériences pas intéressantes. Je me rappelle pas. Ah oui, par exemple, en Indonésie, comme je disais, quand j'étais allé pour entrer dans le pays, c'était en 2018 peut-être, ou c'est plus trop, il y avait un autre groupe de Noirs nigérians, tu vois. Et on nous a mis tous ensemble. Et eux, quand ils entendent Nigeria, c'est que les gars ont fait quand même une mauvaise réputation. Ils vendent de la drogue en Asie, des trucs comme ça, tu vois. Donc, on nous a pris, on nous a mis à part, on nous a fait asseoir pendant près de 2 heures avant de nous prendre maintenant et de nous interroger, enfin, un à un. Mais ils se sont rendus compte que je n'étais pas nigérian. Mais bon, après, ils ont voulu prendre de l'argent. Je pense que je leur ai payé au moins près de 100 000 francs ou je ne sais pas quoi. Juste ça, enfin, la corruption est partout. Partout. Et genre, ils fouillent ton téléphone, ils te disent qu'est-ce que tu fais, tu dois justifier, qu'est-ce que tu cherches dans le pays. Sinon, on te retourne, quoi, tu vois. Mais peut-être ils faisaient ça juste pour que j'ai peur et que je leur donne l'argent, je ne sais pas. Mais bon, ça, par exemple, c'était... Je ne sais même pas si je peux dire que c'est une mauvaise expérience parce qu'après, une fois que je suis passé, tous les trucs m'ont fait oublier ça, quoi. Tu vois. Et je ne suis pas aussi du genre à être stressé ou à prendre... Pour moi, même quand quelque chose de mauvais se passe, j'observe et je me dis, ah, mais ça, c'est intéressant, tu vois. Ah ouais. Donc, c'est ça. Ah ouais. C'est tout le contraire de moi. Ok, super. Et quelle question je voulais poser maintenant? Voilà. J'ai remarqué que la mentalité ici en Afrique, bon, à l'extérieur, en Occident, les gens voyagent beaucoup, les gens s'investissent dans leur bien-être. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des gens qui voyagent, mais sans avoir assez de sous
Mais c'est tout le contraire ici. Les gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont plutôt conservateurs, qui ne cherchent pas, qui n'aiment pas voyager. Euh, Est-ce que tu penses que ça aussi, c'est lié à la culture? Oui, en fait, Ou... la culture, c'est comment les gens vivent au jour le jour. Donc, si les Hmm. gens se comportent d'une façon tous les jours, c'est de la culture, au fait. Tu Ouais. vois. Mais au fait, c'est juste parce que les gens ne savent pas que c'est possible. Tu vois. Les gens ne savent pas que c'est aussi facile de voyager parce que ils ont appris toutes les histoires d'ambassade qui les font, Ouais. les embêtent. Mais ils ne savent pas qu'il y a quand même des dizaines de pays où tu peux Aller juste sur prendre les... l'avion et Ouais. partir là-bas, tu vois. Et ne se rendent pas compte à quel point, en fait, il faut le faire déjà une fois. Il n'y a personne dans leur famille qui l'a fait, ils ne connaissent personne, même s'ils ont les moyens. Parfois, ils ont l'impression qu'il faut plus de moyens même que ceux qu'ils ont pour le faire. Ouais, Tu c'est vois. vrai. Donc, il faut juste, quand les gens le font, qu'ils se rendent compte que ben, c'est possible. Et ils font la même chose, en fait. Tu vois, aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui vont à Dubaï parce que Oui. certains l'ont fait, ils ont vu. Ouais, Tu exactement. vois. Exactement. Et combien de pays toi, tu as déjà fait? Combien de pays j'ai fait, je ne sais plus. Hein. Je ne sais plus. J'en ai fait quand même plusieurs dizaines. Ok, super. Aujourd'hui, il y a l'IA, l'intelligence artificielle, il y a GPT-5 qui est sorti. C'est quoi ton avis par rapport au monde du business aujourd'hui avec l'intelligence artificielle? Est-ce que tu penses qu'il y a des... Bon, il y a beaucoup de métiers que l'IA est en train d'effacer aujourd'hui. Comment est-ce que tu penses que en Afrique de l'Ouest ou en Afrique globalement, on doit s'adapter à cela? Comment est-ce que tu penses qu'on doit vivre avec cela, en fait, vivre avec le changement? En fait, je pense que c'est quand même une période super excitante, je vais dire, parce qu'il y a beaucoup de choses. Les changements se font très rapidement, tu vois. Ce qui se fait aujourd'hui, il y a 1 an, 2 ans, même ça n'existait pas, tu vois. Là, on travaille sur l'e-commerce, comme je disais, avec Tama, Oui. on intègre l'IA, et ce genre de choses. Et un exemple, c'est que souvent je disais aux gens, je me rappelle, j'avais fait hier même, dans la journée, je pense, j'avais rencontré une amie et je lui expliquais, voilà, tu vois, il y a aujourd'hui plein de gens qui vendent sur TikTok et que vraiment une bonne partie du commerce allait sur TikTok. Aujourd'hui, Oui. si tu veux acheter des jouets pour tes enfants, des habits, etc., Tu vas check sur TikTok. avant, Ouais. on allait demander à des amis, OK, est-ce que vous connaissez une boutique? Où est-ce que tu as acheté tel truc? Aujourd'hui, beaucoup de gens vont juste sur TikTok, ils cherchent et ils trouvent, tu vois. Et le soir, je me promenais avec un autre ami. On s'est arrêté quelque part, je pense dans un lavage de voiture. Et de l'autre côté de la rue, il y avait une dame, il y avait une boutique, tu vois, les boutiques de rue là. Et il Ouais. y avait une dame, elle avait mis son ring light Ok. devant, et elle était sur TikTok en En train live, de tu vois. faire un Donc, j'ai live, cherché le ouais. nom de la boutique. Effectivement, elle avait 7000 et quelques followers et Ah tout. ouais. Et donc, j'ai pris une vidéo, j'ai envoyé à l'ami. J'ai dit, regarde, tu vois de quoi je te parle. Genre, les boutiques de rue, tout le monde fait, maintenant, ils sont sur TikTok et ils Ouais. vendent. Donc, le monde change en super vite et c'est vraiment plein d'opportunités. Celle-là, par exemple, si elle avait fait une boutique dans le temps, elle va juste se limiter aux gens qui passent par là et qui s'arrêtent, au fait. Ou bien des gens qui ont entendu parler d'elle, qui ont recommandé à d'autres personnes. Mais là, elle a 7000 et quelques followers sur TikTok et elle vend beaucoup, au fait, tu vois. Ouais. Et il y a des gens même qui sont ici et qui vendent en dehors du Bénin ou qui expédient leurs trucs à Parakou, dans d'autres villes du Bénin. Oui. D'autres qui envoient même aux États-Unis, En Europe. en Europe, Ouais. etc. Donc, en termes de technologie et d'IA, je vois des vendeuses, elles font leurs affiches avec l'IA, alors qu'avant, elles devaient payer un graphiste, des trucs de ce genre. Donc, on a l'impression, on va se dire, OK, les graphistes vont perdre leur job, mais ce n'est pas vrai, au fait. Tu vois. C'est pas vrai parce que, non seulement, plus on permet à des gens de faire des choses, Ouais. plus on a besoin de ces choses, tu vois. Donc, ces vendeuses, par exemple, si elles font leur graphisme avec l'IA, à un certain moment, elles peuvent se dire, ah, je veux mieux encore. Donc, je veux qu'une personne qui est encore plus experte, qui comprend la psychologie des gens, qui sait quelle affiche marche, quelle affiche ne marche pas, Oui. et tout puisse m'accompagner, tu vois. Donc, ça donne encore plus de travail parce que là, ces vendeuses-là, plus elles ont eu plus de revenus en commençant avec l'IA. Sans l'IA, maintenant, elles veulent faire encore plus. Ouais. Et ça permet à des gens, tu vois, des développeurs, par exemple, qui ont beaucoup d'expérience, de pouvoir travailler sur encore plus de projets. Je vois aujourd'hui, plein de gens me demandent, ah, j'ai besoin d'un développeur pour faire tel truc et tout. Donc, si tu as une IA qui peut aider à coder, la personne, au fait, souvent, tu ne vas pas savoir, OK, qu'est-ce que tu vas demander à l'IA pour avoir le résultat que tu veux. Tu vois un peu. Donc, quelqu'un qui est développeur, qui a l'expérience, lui, sait exactement qu'est-ce qu'il faut demander, comment le faire. Donc, ces gens deviennent encore plus utiles. Non seulement ils deviennent plus utiles, mais aussi, ils peuvent faire plus de choses à la fois. Tu vois, donc, ils ont plus de marché. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de peur. C'est vrai, il y a certains métiers qui vont disparaître.
Mais si tu apportes de la valeur à la société, il n'y a pas vraiment de peur à avoir, au fait. Donc, l'IA, aujourd'hui, c'est un peu comme si ça augmentait les gens. Ce que tu faisais quand tu poussais, par exemple, quelque chose et ta force est 1, ça décuple ta force, au fait. Tu vois, c'est un peu comme un levier, une poulie ou un truc comme ça. Ça crée aussi un environnement de challenge parce que les gens, avec l'IA, les gens vont voir un certain niveau de, par exemple, Qualité. voilà, un certain niveau de qualité. Et toi, en tant qu'être humain, on vient te solliciter. Tu sais que tu dois donner le meilleur de toi pour pouvoir avoir de résultats. Donc, je dirais que c'est plutôt les plus compétents, ceux qui cherchent à évoluer, ceux qui cherchent à toujours en fait pousser la chose un peu plus loin, qui vont pouvoir tenir sur le long terme. Je pense que tout le monde, ça va arranger en général les gens. Bon, il y a toujours les inégalités qui augmentent avec le temps, mais je ne pense pas que ça soit une question d'IA ou pas, ou de technologie. C'est plus une question de comment la société humaine est faite, qui fait que les plus riches s'enrichissent encore plus, les plus pauvres sont encore plus appauvris et tout. Mais il y a un truc qui ne va jamais disparaître. Même s'il y a remplacé tous les métiers, tout le monde, et on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit pour manger, la nourriture tombe du ciel. Nos dieux, les IA nous nourrissent gratuitement, je l'espère. Genre, on aura toujours besoin d'échanger entre êtres humains, tu vois. On aura besoin de créer des choses et tout. Ça ne va jamais disparaître, quoi. Enfin, je prends des exemples. Il y a des gens qui font de la musique, qui chantent. Ils savent qu'ils ne seront jamais Michael Jackson ou Beyoncé, etc. Mais ils chantent pour le plaisir, tu vois. Donc, il y a plein de trucs que les êtres humains vont continuer à faire. En début de podcast, tu as dit que tu as fait du rap. Pourquoi c'est quelque chose dans lequel tu n'as pas persisté? Je pense que beaucoup de jeunes Pays-Bas ont fait du rap. Tu écrivais plutôt des paroles ou tu chantais? Je chantais, j'écrivais des paroles aussi. Ok. Voilà, donc je pense que beaucoup de jeunes ont fait. Et c'est juste que je n'ai pas eu l'occasion d'être entouré de personnes, peut-être. Je ne sais pas, en fait. Je pense que la vie, c'est la chance, tu vois. C'est ça. Il y a des moments où tu vas faire plein de trucs différents. Il y a des trucs qui vont plus aller avec ta personnalité. Tu vois, en ce moment, j'étais super réservé. Donc, à moins qu'il y ait quelqu'un qui m'ait déniché quelque part parce que j'étais super talentueux, je ne pense pas que je serais allé moi-même chercher les opportunités dans ce domaine-là, tu vois. Donc, ça dépend vraiment de plein de choses, la personnalité, la chance, et plein de choses. Je sais que tu es quelqu'un qui lit beaucoup et aussi qui s'intéresse au développement personnel. Est-ce qu'il y a des trucs que tu peux nous apprendre dans ce domaine? Des trucs que je peux apprendre. C'est trop vaste. Des trucs dont tu peux nous parler. Franchement, je ne sais pas. Ok, ça marche. Est-ce que tu as des questions pour moi? Parce que je t'ai posé beaucoup de questions. En fait, il y a toujours plein de questions. Oui, pourquoi tu fais ce podcast? La raison pour laquelle je fais ce podcast, c'est pour partager de la valeur. Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à faire. Mais ici en Afrique, on n'a pas très souvent cette culture de s'asseoir, de faire des choses ensemble, de discuter. Tout ça, c'est des trucs que moi, je vois le plus souvent en Occident, aux États-Unis, en Europe. Mais ici, il n'y a pas encore trop cette culture-là. Hier, par exemple, j'étais sur un podcast avec Princesse Dina. Et puis, elle a dit un truc. Elle a dit qu'en Afrique, nous ne sommes pas soudés. On ne fait pas les choses ensemble. Et en fait, il faut apprendre à faire les choses ensemble. Il faut apprendre, au lieu d'être une seule personne, être plusieurs personnes pour aller encore plus loin. Donc, c'est dans ce sens que je me suis lancé dedans. Je me suis dit, OK, je suis là actuellement pour un court séjour. Donc, je vais maximiser, faire le maximum de podcasts, inviter des personnes et tout pour parler de différentes thématiques et tout. Toujours dans le but de partager de la valeur et tout. Oui, en fait, c'est super intéressant. Par exemple, il y a ce truc que tu as dit, le fait qu'on ne fasse pas des trucs ensemble qui m'interpelle. Je ne pense même pas que c'est vrai, au fait. On fait tellement les choses ensemble que parfois ça saoule. Genre, il n'y a pas plus individualiste, par exemple, que des Américains. Et voilà, donc on fait plein de choses ensemble. Peut-être qu'on ne fait pas les choses qu'on voit que d'autres personnes font ensemble. En fait, souvent, j'ai remarqué qu'ici,
principalement au Bénin, je vais parler pour le Bénin, pas Oui. pour toute l'Afrique. Mm. C'est comme si on se critiquait, on compare avec ce que les autres font ailleurs et on critique, tu vois. Quand on dit on ne fait pas les choses ensemble, c'est qu'on ne fait pas ce que les Européens ou les Américains font ensemble. On ne fait pas ça, mais on fait d'autres choses ensemble, au fait. Quand quelqu'un tombe malade, il y a toute la famille, qui vient à l'hôpital et qui passe. Un Américain, quel oncle, tante et loyer vont se porter à l'hôpital. Jamais, au fait. Tu vois un peu. Donc, il y a des trucs qu'on fait ensemble, mais c'est juste que c'est différent de ce que d'autres font ensemble. Et ça correspond juste au quotidien des gens, à leurs préoccupations. Tu vois. Ouais, je vois. Enfin, ici, par exemple, si tu as des amis, tu n'as pas d'argent, tu peux juste aller les voir, manger et tout. Tu peux aller chez les voisins et demander du sel chez tes voisins. Je ne pense pas que dans une grande ville comme Paris, ça se fasse encore, ce genre de truc, on va juste te chasser. Tu vois un peu. Enfin, il y a des gens qui vont le faire, mais il y a des gens qui seront vraiment... Ils vont trouver ça trop suspect, tu vois. Donc, il y a plein de trucs où on est quand même super solidaires. Donc, pour moi, c'est un peu comme si on comparait ce que d'autres font dans leur contexte. Et puisqu'on ne fait pas ça, on oublie tout ce que nous on fait de bien, de notre côté. Il y a tellement de choses bien qu'on fait ensemble. Et je pense pas je pense qu'on gagnerait plus à se rendre compte de ce qu'on fait ensemble. Pourquoi? Parce que c'est un peu... Quand tu veux construire une maison, il faut des fondations, tu vois. Donc, on a des fondations, on a des trucs qu'on fait tous les jours de bien. Mais c'est comme si on ne voyait pas ça. Donc, imagine, toi, en tant que maçon, il y a des fondations là, mais tu es aveuglé, tu ne les vois pas. Et tu veux construire quelque chose, tu vois. Donc, ce que tu vas faire, tu vas chercher d'autres fondations que tu vas vouloir mettre dans ton terrain, des fondations qui ne correspondent même peut-être pas à ta réalité et tout. Et tu vas juste pas réussir, tu vois. Donc, c'est vraiment ce qui se passe souvent. Super. Merci beaucoup pour, pour ton point de vue sur la question. C'est tout. Donc, oui, en fait, ça me fait penser à... En fait, je vais dire beaucoup de choses, en fait. Tu vois. Moi, aujourd'hui, les questions qui sont les plus importantes pour moi, c'est ces questions-là. Tu vois, par exemple, oui, quand tu as dit il n'y a pas beaucoup de podcasts, il y a d'autres personnes qui disent non, il y a trop de podcasts. Aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde veut faire un podcast. Tu vois. Donc, en fait, chacun voit les choses souvent différemment. Tu vois. Mais il n'y a peut-être pas des podcasts qui parlent d'un sujet donné. Tu vois, il y a tellement de sujets dont on peut parler. Tellement. Voilà, exactement. Tu vois. Donc, c'est souvent genre, les gens analysent les choses selon leur façon de voir. Tu vois. Mais pour moi, en fait, c'est juste encourager des gens à faire, à créer, à aller de l'avant. Voilà, aller de l'avant, le plus important, quoi. Super. Merci beaucoup, Ulrich. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite dans ton business, dans ta vie? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Il faut me souhaiter une longue vie. Ok. Tu ne veux pas vite mourir. Donc pour ça, tu dois beaucoup plus voyager encore. Ouais, en fait, genre, je sais pas, en fait, j'ai pas vraiment de gros désirs dans le sens où je suis plutôt satisfait de ce que j'ai aujourd'hui. C'est vrai, j'ai des rêves très grands, tu vois, avec Tama, on veut vraiment construire, en fait, créer la solution qui permet aux Africains d'échanger encore plus entre eux. Parce que plus on échange et plus rapidement, plus ça aide les gens à se développer, tu vois, ça aide les gens à trouver des solutions à leurs problèmes, à partager les solutions qu'ils ont trouvées, etc. Et pour moi, c'est vraiment ça qui va accélérer le développement du continent. Et parce que le développement, c'est juste comment est-ce que les gens améliorent leur quotidien, tu vois. Donc, oui, donc il y a ça. En fait, j'aimerais que ça... Enfin, on est en train de travailler à ce que ça soit quand même quelque chose de grand et qui ait vraiment de l'impact et qui permettent aux gens, aux vendeurs, de multiplier leur chiffre d'affaires par 10, de vendre un peu partout, que ce soit en Afrique, dans le monde, de se faciliter la vie, d'avoir plus de temps libre, de confier certaines tâches aux IA pour ne pas être complètement débordé tout le temps, pour ne pas rester en éveil jusqu'à 1 h du matin tous les jours, tu vois. Donc, mais si je dirais en termes de souhait, en fait, pour moi, je suis super chanceux. L'endroit où je suis, dans le monde entier, je ne pense pas que 1% de la population mondiale soit à ce niveau. Donc, pour moi, c'est déjà une chance, tu vois. Donc, en termes de souhait, j'ai pas plus... Tout le reste, c'est un bonus, quoi, tu vois. Je peux qu'être reconnaissant envers Dieu, envers l'univers et tout, d'être à ce niveau-là, tu vois. Et donc, pour moi, il s'agit de partager et de juste... de bénéficier de tout ce que la vie a à m'offrir, quoi. Ouais, super. Merci beaucoup, Ulrich. Ça m'a vraiment fait plaisir de t'avoir sur ce podcast. Merci pour
les conseils et toute la valeur que tu nous as partagée. Ça fait plaisir. Oui, c'est un plaisir pour Ouais. moi aussi d'être là. J'espère que vous avez aimé et n'oubliez pas de partager à des proches qui ont besoin également d'avoir ces informations-là, d'avoir de la valeur et tout. Et merci de nous soutenir en laissant des likes et tout. Et n'oubliez pas de commenter également, de donner vos avis sur les sujets qu'on a eu à aborder au cours de ce podcast. Et ça va vraiment faire plaisir de vous lire. Allez, ciao.